Je vais donc vous parler, vous présenter, tâcher d'être le fidèle rapporteur d'un article paru dans le Flyer, fidèle rapporteur donc de cet article, de cette enquête, et fidèle représentant de mes confrères co-investigateurs de cette enquête. Donc, qui va évoquer le problème grave des intoxications pédiatriques par la méthadone. Grave parce que ça concerne des enfants, bien sûr, mais parce que ça nous concerne, nous aussi, en tant que prescripteurs. Nous l'avons dit, je passe. Voilà l'article donc qui est paru dans le Flyer numéro 54 du mois de février. Le plan et donc dans quel contexte cette enquête a été faite. Tout médicament, quand il est commercialisé, et ce n'est pas spécifique pour la méthadone, il n'y a pas eu un plan de gestion des risques spécifique pour la méthadone, depuis une directive de 2004, une directive européenne de 2004, et donc qui s'est appliquée en France depuis 2005, toute nouvelle molécule qui est commercialisée, toute nouvelle forme galénique, et c'est le cas donc de cette méthadone en gélule, tout nouveau médicament, même si c'est un médicament générique, si la molécule est elle-même fait partie d'un plan de gestion des risques, est soumis à un plan de gestion des risques. Ce plan de gestion des risques a simplement pour objet d'accompagner la mise en circulation de ce médicament, de surveiller sa commercialisation, de risques nouveaux qui pourraient apparaître, et surtout de permettre toute communication qui pourrait justement minimiser les risques lors de cette mise en circulation. Concernant la méthadone, donc, il y avait deux choses, la méthadone en gélule, il y avait deux choses de prévues lorsqu'elle est sortie en avril 2004. Il y avait tout d'abord un plan de communication qui était donc fait par le laboratoire Bouchard-Recordati, qui est donc la firme qui commercialise la méthadone en gélule. Et il était prévu des études régulières sur les risques d'intoxication pédiatrique. Donc la méthadone en gélule étant sortie en 2008, il y avait le comité de coordination de pharmacovigilance avait prévu de faire des points en 2010, 2012 et 2014. Donc, en 2008, d'emblée, était prévu qu'effectivement serait étudié le problème des intoxications pédiatriques, et à juste titre, puisque lors des 3 premières années de commercialisation de la méthadone, il y a eu 20 cas d'intoxication pédiatrique par la méthadone en gélule. Lors du point fait en 2012, mais déjà avant en 2011, l'Agence nationale de sécurité du médicament, compte tenu des résultats dont je vous parlerai sur justement l'intérêt de la prévention faite par la remise de documents aux patients bénéficiant d'un traitement de méthadone par gélule, il a été demandé au laboratoire de donner ces documents, ou du moins aux prescripteurs en fait, de remettre ces documents que vous avez là en fait, mais concernant aussi la méthadone en sirop. Voilà. À partir de là, puisqu'il semblait, je vous en reparlerai aussi, que ces documents avaient un certain effet effectivement bénéfique en diminuant le risque d'intoxication pédiatrique, il était demandé au laboratoire de réaliser une enquête sur l'impact de ce document auprès des consommateurs. Donc voilà ces documents, voilà donc... voilà. Donc comment s'est réalisée cette enquête? Ben, c'était extrêmement simple. Le laboratoire a envoyé une centaine de mails à des médecins identifiés comme étant prescripteurs de méthadone réguliers. 24 ont répondu favorablement pour participer à cette étude. Et au bout du compte, ce sont 16 qui ont rempli 163 dossiers. Donc, 16 médecins, 13 travaillant en centre hospitalier, en XAPA, et seulement 3 médecins exerçant en médecine de ville. La population étudiée, je vous le dis rapidement, nous allons y revenir, essentiellement
une majorité d'hommes, âge moyen 35 ans, 45 patients sous sirop de méthadone, 55 sous gélule, posologie moyenne en gros 60 mg par jour, et un seul enfant par foyer. Non, c'est pas ça. Il manque quelque chose par rapport à ce que j'avais. C'est pas bien grave. Donc je reviens un petit peu en détail là-dessus. Majorité d'hommes, donc 60%, 40% de femmes dans cette étude. C'est inhabituel. Habituellement, dans une population de patients substitués, c'est habituellement 25% de femmes et 75% d'hommes. Il est probable que cette surreprésentation féminine est liée au fait qu'on s'intéressait à la problématique enfant. Âge moyen, donc ça, effectivement, pas de problème. 45% de patients sous sirop, 55% pour gélule, c'est habituel. Posologie moyenne, donc vous voyez 60 mg. Un seul enfant dans les foyers, effectivement. Voilà. Et âge moyen d'enfant le plus jeune, 5 ans et demi dans cette étude. Alors, les résultats de cette enquête. Donc l'enquête, ce qui se passait dans cette enquête, c'est qu'on proposait le flyer que vous avez sur votre droite là-bas aux patients, et on leur posait des questions sur la perception, sur ce qu'ils en pensaient, sur ce qu'ils voyaient, sur ce qu'ils comprenaient. Donc, pour 93% des patients que nous avons interrogés, ce document a retenu leur attention. 93% des patients ont jugé le message clair. Alors, clair concernant le fait qu'il ne faut pas laisser le médicament à portée des enfants. 93% aussi ont trouvé clair qu'effectivement, ça leur semblait évident qu'il y avait un risque mortel. Ce qui leur semblait moins clair, c'est qu'effectivement, il était important de ne pas absorber le médicament devant l'enfant. Effectivement, peut-être que cette notion de mimétisme ne leur était pas acquise ou pas évidente. Voilà. 93% des patients déclaraient déjà avoir reçu une information sur la toxicité de la méthadone chez l'enfant, ce qui n'est pas tout à fait étonnant, puisqu'en fait, d'emblée, lorsque la méthadone a été prescrite en centre, en SAPA, dès 2008, des documents leur étaient remis concernant cette toxicité. Et compte tenu aussi du recrutement des médecins investigateurs, 13 en centre spécialisé, 3 en médecine générale, il est normal qu'effectivement l'information soit arrivée essentiellement par les centres de soins. Ce document a augmenté la connaissance des patients dans le risque pour 71 patients sur 161. Donc, près de la moitié ont déclaré que leur niveau de connaissance était amélioré. Et, chose certainement plus importante, 50% ou presque ont déclaré que ce document allait leur permettre de modifier leur comportement à domicile. Donc un tiers des patients s'est par ailleurs déclaré plus sensibilisé qu'ils ne l'étaient. Ça aussi, c'est important, parce que ça prouve qu'effectivement, même sensibilisé, on peut faire une piqûre de rappel. Donc, c'est ce que je semblais dire, qu'effectivement, il est important de transmettre ce message. Ce courrier retient l'attention, ce document retient l'attention. Ce document donc permet à 50% de dire qu'ils vont, 50% des patients de dire qu'ils vont changer de comportement, et donc un tiers des patients se sont dit plus sensibilisés qu'ils ne l'étaient au risque d'intoxication pédiatrique. Donc bien évidemment, il est de notre responsabilité de continuer à transmettre ces documents. Alors, je vais vous faire part maintenant et évoquer avec vous ces bilans qui ont été établis par le comité de coordination de pharmacovigilance, qui regroupe donc
les CEIP, les centres antipoison, l'Institut national de veille sanitaire, etc. Donc, en 4 ans, 53 cas d'intoxication pédiatrique ont été relevés, dont 38 cas d'intoxication minime. Alors, pour votre information, il y a 5 degrés de gravité. On se réfère à une grille anglaise. Le premier niveau est une intoxication qui est qualifiée de nulle. Un deuxième niveau est une intoxication qui est qualifiée de minime, donc cliniquement avec simplement myosis et quelques troubles éventuellement de la conscience. Les intoxications modérées sont des intoxications qui comprennent des troubles cardiovasculaires, des troubles respiratoires, des troubles neurologiques. Les intoxications sévères sont des intoxications qui ne passeraient pas sans intervention médicale et qui aboutiraient au stade 5, qui est la mort. Donc, il y a eu 53 cas d'intoxication, 38 cas d'intoxication nulle ou minime. Nulle ou minime, ça veut dire qu'effectivement, en fait, il n'y avait quasiment rien. Quand on connaît la toxicité de la méthadone, donc pour information, et ça c'est un message qui passe bien auprès des patients, en gros, 1 mg de méthadone par kilo de poids est susceptible d'être mortel. Donc moi je dis à mes patients, vous avez un enfant qui a 2 ans qui fait 12 kg, vous lui donnez 12 mg de méthadone, il est mort. Et ça frappe. 30 mg, 30 kg, il est mort. Voilà. Et donc effectivement, on peut quand même se poser la question de savoir si effectivement, dans les 38 cas d'intoxication nulle ou minime, les enfants ont vraiment tout absorbé. En ce qui concerne les 15 cas d'intoxication grave, donc c'est ce qui est en vert là-bas, il y a, et c'est noté, 5 cas d'intoxication avec un traitement belge. Alors, ce n'est pas du mauvais esprit. Pour nous qui sommes frontaliers de la frontière belge, il faut savoir comment est délivrée la méthadone en Belgique. En fait, les Belges sont très en avance sur nous, puisqu'en fait, la méthadone est délivrée en médecine de ville par des médecins généralistes. Donc ça, je crois que c'est un vrai progrès. On en reparlera tout à l'heure pour la France, mais bon, ils sont au moins en avance là-dessus sur nous, par rapport à nous. Là-dessus. Bon, par contre, le problème, c'est qu'effectivement, la méthadone est préparée par les pharmaciens au conditionnement, au dosage demandé par les médecins. C'est-à-dire qu'effectivement, alors les deux cas les plus sévères, enfin 2 des cas les plus sévères qui ont été constatés, donc un des décès a été provoqué par une gélule de méthadone belge qui était dosée à 160 mg. Il faut savoir qu'en France, nos gélules sont dosées à 40 mg au maximum. Donc le décès était dû à une gélule à 160 mg. L'intoxication grave, l'enfant n'est pas mort, mais il est tétraplégique et présente ce qu'on appelle une cécité corticale, était provoquée par une gélule à 130 mg. Donc effectivement, alors, le fait que le traitement par méthadone soit facilement accessible en Belgique est commode pour des patients qui sont transfrontaliers, parce qu'effectivement, ils vont voir un médecin généraliste en Belgique qui fait une prescription magistrale. Le pharmacien prépare les gélules ou les sirops qui sont conditionnés dans des flacons, certes sécurisés, mais en vrac quand même. Et ils reviennent en France, ils peuvent aller tous les mois chez le médecin en Belgique. Voilà, alors que chez nous, effectivement, pour avoir de la méthadone en gélule, ça prend parfois un certain temps, ou de la méthadone tout court, ça prend effectivement souvent un certain temps. Parce que en France, en médecine de ville, nous n'avons pas encore la possibilité de prescrire la méthadone. Voilà, donc finalement, 53 cas d'intoxication, 38 cas d'intocité nulle ou minime, 15 cas sévères, et dans ces 15 cas sévères, finalement, modérés à mortel, et seulement un cas sévère et 2 décès.
Je dis seulement parce que, tout de même, alors c'est pas seulement des enfants qui sont morts, des enfants qui sont handicapés, c'est pas seulement, il ne devrait pas y en avoir. Il faut quand même savoir qu'actuellement, il y a en gros en France 50 000 patients qui sont traités par méthadone et que globalement, il y a 19 millions de gélules de méthadone qui circulent en France tous les ans et 20 millions de flacons de sirop de méthadone. Donc, les doses ingérées théoriquement, et c'est du déclaratif par les parents finalement, qui emmènent leurs enfants aux urgences souvent rapidement, et c'est bien, les doses ingérées, donc déclarées, sont de 30 mg pour les gélules, 15 mg pour le sirop. Là encore, la moyenne d'âge des enfants est de 2 ans. Théoriquement, ces doses sont létales pour des enfants. Donc effectivement, on peut encore supposer que ou la dose déclarée n'a pas été ingérée, ou que les parents ont vraiment été très rapidement à l'hôpital, bien que, sauf dans 2 cas, d'après ce que j'ai pu lire, la situation s'est aggravée à l'hôpital. C'est-à-dire qu'effectivement, il est probable quand même que les enfants n'ont pas absorbé ces doses-là. Voilà. Donc, c'est ce que je semblais dire, effectivement, une réactivité importante des parents permet effectivement de sauver un certain nombre d'enfants, et même s'ils ne vont pas, même s'il n'y a pas d'ingestion réelle du toxique ou de la méthadone, il vaut mieux qu'ils aillent à l'hôpital pour rien, plutôt que d'attendre. Il faut savoir aussi que les 2 décès, même avec la méthadone, la gélule de méthadone à 160 mg, et l'autre décès qui était dû à du sirop bien français à 60 mg, dans les 2 cas, il y a eu un retard de transfert à l'hôpital, une non-réactivité des parents et un retard de transfert à l'hôpital. Alors, comment ces enfants ont-ils absorbé la méthadone? Donc, 19 ont pris des gélules et 26 ont absorbé la méthadone issue de flacons. Dans tous les cas, les 19 gélules absorbées, les gélules avaient été déconditionnées de leur emballage. Lequel emballage est un emballage sécurisé, child-proof, qu'il est effectivement quasiment impossible à un enfant d'ouvrir. 18 flacons étaient déjà ouverts chez les enfants qui sont intoxiqués. Des enfants auraient ouvert 8 flacons de méthadone. Alors, pour les cliniciens, le clinicien que je suis et les cliniciens que nous sommes pour beaucoup, ouvrir un flacon de méthadone relève quand même, à mon avis, pour un enfant de la mission impossible. C'est un flacon sécurisé, alors un enfant de 2 ans surtout, hein. Un flacon sécurisé, il faut tenir fermement le flacon qui n'est pas petit, il faut appuyer et tourner. Qui plus est, lorsqu'il n'a jamais été ouvert, il y a une bague de sécurité qu'il faut rompre. Il se trouve que ce week-end, j'avais des petits-enfants à la maison, et les petits-enfants boivent des gourdes de yaourt ou de compote, vous savez, avec des systèmes soi-disant sécurisés. Sauf à le mettre dans la bouche, j'ai fait l'expérience avec mes petits-enfants, un enfant de 3 ans n'arrive pas à ouvrir ce petit bouchon. Donc, dans les études, ils font état d'un enfant qui aurait eu moins d'1 an qui aurait ouvert un flacon de méthadone. J'ai quelques doutes. Par contre, de ma pratique, ce que je sais, c'est la façon dont nos enfants prennent, nos patients prennent la méthadone en sirop, ils en boivent un petit coup, ils reposent le flacon sur la table. Ils ne boivent jamais tout, ils remettent parfois le bouchon, parfois ils ne le remettent pas. S'ils le remettent, ils ne le referment pas complètement. Et il en reste surtout toujours un petit peu de méthadone dans le flacon, parce qu'ils accumulent les flacons. Et les jours de vache maigre, ils reprennent tous les flacons et ils en refont un complet. Et peut-être qu'effectivement, des enfants ont ouvert des flacons, mais qui, à mon sens, avaient peut-être déjà été ouverts. Voilà, bon. Sachant qu'effectivement, quand les enfants arrivent dans un centre antipoison aux urgences, c'est le déclaratif des parents qui compte.
Bon, au bout du compte, à 5 ans et demi, on se trouve avec moins de nouveaux cas. Alors, ça ne figure pas dans ces slides, mais j'ai trouvé quand même un document très intéressant. En 2008, le nombre de cas d'intoxication pédiatrique pour 1000 patients traités était de 0,8 enfants. Donc 0,8 cas d'intoxication pédiatrique pour 1000 patients traités en 2008. En 2012, ce taux était passé à 0,1 pour 1000. Alors qu'étonnamment, dans le même temps, le taux d'intoxication pédiatrique par le sirop de méthadone était passé de 0,3, était redescendu à 0,2 et ensuite était remonté à 0,4. Ce qui a d'ailleurs justifié en partie la diffusion de documents que vous avez vus aux patients bénéficiant d'un traitement de méthadone en sirop aussi. Donc, il est évident, ou quasi évident, que c'est cette campagne de sensibilisation qui était efficace. Alors, quelles mesures pour prévenir les intoxications pédiatriques? Donc, bien sûr, leur remettre ces documents, que vous trouverez d'ailleurs à l'entrée. Je pense que c'est important à différents titres. Bien sûr, c'est important pour les enfants, bien sûr. C'est important pour nous, prescripteurs. Ça garantit de notre sérieux. Nous prescrivons un produit toxique. Le moindre des choses, c'est qu'on prévienne nos patients, effectivement, des risques qu'ils encourent et qu'ils font encourir autour d'eux. C'est important aussi pour nos patients. Les usagers de drogue, les patients qui bénéficient d'un traitement de substitution sont, à mon avis, déjà suffisamment stigmatisés pour qu'on n'en rajoute pas une couche et qu'on ne les rende pas responsables, ou qu'ils ne soient pas responsables d'intoxication de leurs enfants. Et donc, je pense que c'est vraiment très important que nous leur disions. Et c'est ce que je vous disais, je crois qu'il y a un chiffre qui passe et qu'ils entendent bien. 1 mg par kilo, un enfant fait 10 kg et 10 mg, il meurt. Donc, les systèmes chill-proof, ce que je vous expliquais concernant le flacon de méthadone. Concernant les blisters, j'ai découvert vendredi, une de mes patientes à qui je parlais de ce problème-là me disait « Ah oui, c'est vraiment très difficile à ouvrir, j'ai mis 1 an à comprendre. » Effectivement, alors je vais dire, je ne lui avais pas expliqué, personne ne lui a expliqué comment on ouvrait une gélule de méthadone. Elle n'a pas compris qu'il fallait d'abord, effectivement, séparer l'alvéole et ensuite seulement qu'on pouvait l'ouvrir. Elle prenait un canif et puis voilà. Et les patients qui ne comprennent pas comment ça s'ouvre, une fois que c'est fait comme ça, c'est assez facile. Parfois, effectivement, pour gagner du temps, les déconditionnent et, effectivement, laissent les gélules à portée des enfants. Et donc, dernière mesure en date, qui effectivement est une bonne mesure parce que ça va rappeler aussi aux prescripteurs, aux médecins, aux travailleurs sociaux dans les XAPA, qu'effectivement la méthadone est un produit dangereux et qu'il faut protéger les patients et les enfants des patients et les patients, effectivement des affiches qui vont être affichées donc, dans tous les centres de soins. En résumé, donc bien sûr, nous prescrivons des produits dangereux dont le but est finalement la réduction des risques, moins de décès par overdose chez nos patients, moins de cas de transmission d'hépatite C, moins de sida. Il faut quand même, effectivement, dans la mesure du possible, réduire les dégâts collatéraux, si l'on peut parler de dégâts collatéraux en parlant des enfants. Et donc, bien sûr, diffuser activement ce message de prévention. Bien sûr aussi, évaluer les risques à domicile. Il est évident qu'un usager de drogue qui bénéficie d'un traitement de substitution, qui vit dans un environnement serein, même s'il a des enfants chez lui, s'il a un minimum de compréhension du problème, ça sera certainement moins difficile et moins risqué que dans un environnement précaire où il y a plusieurs enfants qui courent dans la maison, dans une pièce réduite, dans un habitat plus ou moins salubre. Donc il faut adapter aussi nos prescriptions et nos messages. C'est aussi, on parlait tout à l'heure de la prévention en général et du message que l'on peut faire en particulier. Là encore, nous nous adressons
aussi et tout de même à des sujets en particulier, au-delà de l'information que nous pouvons donner en général. Et puis, il faut tout de même saluer le système chill-proof des gélules, qui finalement, dans les 19 cas d'intoxication pédiatrique par des gélules, n'a jamais pu montrer qu'un enfant avait pu ouvrir les blisters. C'est qu'effectivement, dorénavant, le Subutex et donc Suboxone ont adopté ce même système de conditionnement pour leurs produits. Voilà, merci.